Micro. C'est bon, oui. On va quand même commencer, même si tout le monde n'est pas redescendu, ça va les faire descendre. Depuis ce matin, nous avons réinventé, réenchanté, concilié, prôné la confiance, l'égalité. Maintenant, on va voir comment repenser nos organisations et notamment motiver les salariés de la fonction publique hospitalière. Et donc, j'ai invité Sigrid Berger, présidente de Profil Public sans S, à faire une présentation sur ce que la crise a changé en termes d'aspiration des salariés. Vous avez mené une enquête. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment la crise nous invite à repenser nos organisations ? Donc, la crise nous questionne, je dirais, en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'individu. Et du coup, je voulais quand même commencer par le côté individuel d'abord, et notamment le côté candidat. Donc, je vous invite à vous mettre dans la peau d'un candidat qui voudrait potentiellement postuler au sein de votre organisation. Donc justement, pourquoi peut-être les candidats, vous allez me dire, alors peut-être par déformation professionnelle, parce que je suis à la tête d'une plateforme d'emploi Profil Public où on s'est donné pour mission de réenchanter le recrutement du secteur public, mais pas que, c'est aussi parce que quand on regarde en fait les effets de la crise sur les candidats, on voit que finalement les candidats, ça les amène à repenser et ça amène des nouvelles aspirations professionnelles donc de leur côté. Donc c'est ça que je veux en tout cas c'est ça dont je veux parler en tout cas aujourd'hui, pour ensuite vous amener à repenser vos organisations. Donc par rapport aux nouvelles aspirations professionnelles des candidats, ce qu'on avait fait en tout cas du côté de Profil Public pendant la crise et notamment pendant le premier confinement, on voulait creuser ce sujet et on a lancé une grande enquête. On avait un peu la conviction que la crise pouvait changer la donne du côté des candidats et pour le secteur public. Et donc, on a lancé une enquête pour savoir si, après la crise, ils seraient peut-être prêts ou peut-être plus à même de rejoindre le secteur public au sens large. C'est une enquête qu'on a menée avec différents partenaires, Make Sense, qui est acteur de l'économie sociale et solidaire, une start-up qui s'appelle Switch Collective et qui aide les candidats à repenser justement un peu leur avenir professionnel, et la CASDEN, banque coopérative de la fonction publique. Donc, pour les premiers résultats, on va dire, de cette étude, ce qui était intéressant, c'est de voir que 79% envisagent sérieusement un virage professionnel, en tout cas que la crise, finalement, les questionne vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi. Au final, je pense que vous avez peut-être tous la réponse, c'est qu'avec la crise, et notamment, je pense à tous ceux qui ont été un petit peu de force, j'allais dire, en télétravail, ça les a amenés finalement à une certaine introspection. Ils n'avaient plus forcément les pauses café, etc. Et ils se sont finalement beaucoup questionnés sur le sens de leur travail. Et est-ce que finalement leur travail avait du sens ? On avait notamment, par exemple, une candidate dans l'enquête qui nous disait actuellement, je travaille en marketing, je suis en télétravail, quasiment en totale autonomie, et finalement, j'aimerais bien contribuer un petit peu plus à la société, en tout cas avoir un travail qui permette peut-être d'apporter ma petite pierre à l'édifice côté de la société. Quand on pousse un petit peu plus loin dans l'étude et qu'on leur pose la question est-ce qu'ils seraient prêts à rejoindre le secteur public, il y en a 71%, en tout cas 71% des répondants qui nous disent envisager une reconversion vers le secteur public. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire au sens très large, puisque on a entendu secteur public dans une acception très très large, puisque l'étude était aussi en lien avec Make Sense, qui est acteur phare de l'économie sociale et solidaire. Et nous, l'intérêt, c'était de voir en fait, l'ensemble de la palette des métiers qui touchaient de près ou de loin au secteur public et qui était plutôt l'ensemble des métiers potentiellement qu'on pourrait dire de l'intérêt général ou à impact, puisque les nouvelles générations sont beaucoup du côté des entreprises à impact, etc. Donc quand on leur pose cette question-là, ce qui est intéressant de voir, c'est finalement ensuite vers quel type d'organisation ils souhaitent se tourner au sein du secteur public au sens très large, tel qu'on l'a entendu. En premier lieu, ils nous ont dit clairement les acteurs de l'économie sociale et solidaire. En second lieu, les collectivités territoriales. Ensuite, vous voyez les institutions publiques d'État, start-up s'adressant au secteur public, cabinet de conseil s'adressant au secteur public. Et en dernier lieu, organisations hospitalières. Alors,
Petit bémol sur organisation hospitalière, parce que là, vous vous dites peut-être on ne va pas pouvoir recruter, mais je pense qu'il y a quand même un biais, à savoir qu'on le voit, nous, au quotidien, au sein de notre profil public, c'est que quand on les interroge comme ça, d'une part, il y a le volet média, c'est-à-dire que les hôpitaux, dans la période, n'avaient pas forcément bonne presse non plus, mais c'est aussi qu'ils ont l'impression qu'ils vont, ils ont du mal à se projeter parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont postuler là dans un poste du monde du soin ou dans le champ médical, alors qu'ils ne pensent pas forcément à tous les métiers, j'allais dire plus support ou fonctions ressources, que ce soit la communication, le numérique. Et on a un petit peu la même problématique du côté des universités. Quand on interroge les candidats, ils pensent aux métiers typiquement enseignants, chercheurs, mais ils ne se disent pas qu'ils peuvent être recrutés, je sais pas, en tant que chargé de mission ressources humaines au sein d'une université. Donc après, on a un autre biais de l'étude, mais dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est nous, on s'adressait concrètement, la population qui a répondu est plutôt cadre, on est plutôt sur des profils assez administratifs, donc on n'est pas sur le personnel non plus soignant, etc. Et ce qui est intéressant de regarder ensuite, c'est de voir quels sont finalement leurs moteurs clés et leurs moteurs clés dans leur désir de reconversion. Et à travers l'étude, on a tiré 3 moteurs clés. Et c'est ça qui va m'intéresser maintenant pour vous dire comment on peut vous amener finalement à repenser vos organisations au regard de ces éléments-là et comment la crise nous amène à repenser nos organisations. Puisqu'ils nous ont dit en premier lieu, c'est le sens. C'est pas trop étonnant. En second lieu, la flexibilité et l'autonomie. Et en troisième lieu, mais qui est assez intéressant, l'impact direct et local. Par impact direct et local, c'est que finalement, les candidats souhaitent vraiment voir le résultat de leurs actions, aussi bien vis-à-vis de l'usager que sur un territoire donné. Et quand on croise finalement cette grille de lecture avec les 3 désirs de reconversion, avec, j'allais dire, notre slide précédente, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, aux yeux des candidats, les 3 moteurs de reconversion, à savoir sens, flexibilité, autonomie, impact direct et local, a priori, pour eux, aux yeux des candidats, les organisations de l'économie sociale et solidaire cocheraient en fait ces 3 cases. Donc il y a quand même un critère aussi image, puisqu'en fait, derrière les organisations de l'économie sociale et solidaire, finalement, il y a beaucoup d'organisations qui communiquent beaucoup et qui communiquent aussi beaucoup sur leur poste, vis-à-vis des candidats. Et en deuxième lieu, par exemple, si on regarde les collectivités territoriales, ce qui est intéressant, c'est que finalement, aux yeux des candidats, ils cochent plutôt, les collectivités territoriales, elles cochent plutôt 2 cases, je dirais le sens et l'impact direct et local, parce que sur un territoire donné, avec un ancrage donné, ils veulent finalement contribuer à développer leur territoire. Mais par contre, ils mettent un peu en doute le côté flexibilité et autonomie, comme pour la plupart des organisations du service public, pour le coup. Et c'est ça qui est aussi intéressant à regarder, parce qu'ensuite, si on en revient à justement comment repenser nos organisations, et notamment vis-à-vis, j'allais dire, des organisations hospitalières, mais ça vaut aussi pour les organisations du service public, que ce soit des collectivités, des ministères. Quand on regarde cette grille de lecture, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le sens, au final, on peut se dire nos organisations, le sens est là, etc. Après, je pense qu'il faut quand même le garder en tête, cette notion de sens, parce que finalement, au sein du service public, quand on en parle à certains candidats ou certains collaborateurs qui travaillent au sein du secteur public, certaines organisations ont finalement, au fil du temps, comme a fortiori il y avait le sens, ont un peu perdu cette notion de sens. Et si on regarde par exemple, j'allais dire peut-être des enchaînements de process qui peuvent paraître un peu ubuesques au bout d'un moment, certains collaborateurs ont l'impression d'avoir une perte de sens à leur échelle, même si le sens est là pour le secteur public. Donc à garder en tête quand même le sens dans la grille de lecture. La flexibilité et l'autonomie, ce qui est intéressant, c'est de se dire les candidats, effectivement, ils aspirent, comme vous le savez, en tout cas sur la catégorie plutôt cadre, le télétravail, ils se disent si je peux télétravailler, c'est quand même intéressant. Sur la partie management, il y a la question en tout cas de se dire comment on va vers un management plus transversal et un peu moins hiérarchique. En tout cas, c'est des questions auxquelles les candidats
sont attachés. Et sur la flexibilité et l'autonomie, on a vraiment, du côté des candidats aussi, une aspiration à avoir des outils beaucoup plus collaboratifs et des outils beaucoup plus digitaux en interne. Alors certaines organisations se sont déjà bien transformées et d'autres, on l'a vu aussi avec la crise et avec la mise en place du télétravail un peu généralisé, que pour ceux qui étaient concernés, parce que il y en avait qui étaient aussi au premier plan, mais pour ceux qui étaient concernés, il y avait aussi, par exemple, je pense à des outils de travail qui n'étaient pas forcément là où les bons en place, à savoir ne serait-ce que des ordinateurs portables à disposition avec les bons logiciels pour pouvoir télétravailler. Donc je pense qu'il y a aussi du chemin sur ce côté-là, sur la partie flexibilité et autonomie. Et en dernier lieu, sur l'impact direct et local, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement comment chaque collaborateur peut trouver son impact, ou en tout cas peut voir le résultat de ses actions vis-à-vis des usagers et vis-à-vis du territoire donné en tout cas. Et dans la période, en tout cas dans la crise, il y a beaucoup de collaborateurs qui nous ont dit finalement, comme tout allait plus vite et que finalement les décisions étaient plus rapides, finalement ils ont quand même retrouvé beaucoup plus ce côté impact à certains moments. Et du coup, c'est peut-être quelque chose à avoir en tête aussi pour nos organisations, de se dire, finalement, la question du temps long, ça peut poser question pour les collaborateurs, de se dire où je trouve mon impact, quel est mon impact et comment je vois que j'ai un impact dans 3-4 mois et pas dans 3 ans. Donc en tout cas, ces 3 éléments dont je voulais vous parler: sens, flexibilité, autonomie, impact direct local, pour vous inviter à repenser un petit peu vos organisations, en tout cas à y réfléchir. Et je terminerai juste par une citation. Donc en chinois, c'est un peu le paradoxe, parce que la crise vient de Chine, mais aussi en japonais. Le mot crise est formé de 2 caractères. L'un représente le danger et l'autre l'opportunité. Et du coup, je vous invite plutôt à saisir justement cette opportunité de repenser vos organisations. Voilà. Et je laisse la parole aussi à mes 2 autres acolytes. Merci Sigrid Berger. Luc Faré, vous êtes secrétaire national UNSA Fonction publique. Est-ce que ces constats, notamment le désir de reconversion, sont fidèles aussi à ce que vous constatez au sein de votre organisme? Et après, vous pourrez réagir sur cette double définition de la crise, danger, opportunité. Oui. Alors, ce qu'on a noté à l'UNSA, c'est que, d'une façon générale, toutes les enquêtes, y compris l'enquête de la CASDEN qui a été faite il n'y a pas très longtemps, au mois de mai, si ma mémoire est bonne, et qui a été présentée au mois de mai, montre que les agents publics et les Français en général ont besoin de donner du sens, et vous avez dit cela, du sens à leur travail. Et aujourd'hui, c'est une réalité, du sens et de l'utilité. Et on constate que l'hôpital, les services publics peuvent répondre à cette question. Et à chaque fois qu'on pose la question à des agents, qu'ils soient des 3 versants de la fonction publique, c'est la première chose qui ressort. Est-ce que je peux être fier d'être agent public? Et la réponse est oui. Par contre, et c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est que dans un certain nombre de circonstances, eh bien, les agents vivent mal et ont l'impression de ne pas être reconnus, non pas par le public, mais par l'organisation de nos services publics, donc nous-mêmes en tant qu'institution avec un grand I devant. Et cet élément doit nous interroger et nous interroge à l'UNSA. Vous avez, vous, été confronté directement à toute la crise des hôpitaux et d'interrogation des personnels. Et on voit aujourd'hui qu'il y avait avant la crise sanitaire et il y a encore aujourd'hui une non-reconnaissance de l'avancée sur les grilles salariales, sur les éléments indemnitaires, sur tout ce qui a constitué le Ségur. Et pour nous, ça nous interroge, parce que nous, organisations syndicales, nous avons signé l'accord Ségur et nous pensons que c'est une réelle avancée. Et à côté de cela, on voit que
il y a un malaise qui demeure. Donc ça nous interroge. Et ça nous repose la question de l'organisation de notre travail, de la qualité de vie au travail et de ce que l'on met en place. Dans ce qu'on met en place, il y a des choses qui ont été évoquées plusieurs fois, auxquelles nous sommes attachés, que vous avez, certains d'entre vous, portées, qui est des définitions d'organisation de services communes. Et ça, c'est des choses auxquelles moi, en tant que secrétaire général, je porte à chaque fois que j'ai des contacts avec la DGFP ou le ministère actuel de la fonction publique pour essayer d'avancer sur des améliorations de qualité de vie au travail. Sauf que manifestement, ce n'est pas suffisant et que se pose réellement la question de l'attractivité de nos métiers. Et derrière cette question de l'attractivité, il y a un ensemble de choses, dont la rémunération et dont les conditions d'exercice par rapport au manque de personnel. Et vous êtes confronté à cette problématique complètement dans un certain nombre de vos services. Donc, on est devant des difficultés et pour y répondre, il nous semble qu'il doit y avoir un effort encore supérieur au Ségur, non pas seulement sur l'attractivité financière des métiers, mais d'abord et avant tout sur les conditions de travail et d'exercice. Je le dis simplement en sachant toutes les limites de ce que je viens de dire, parce que vous connaissez bien mieux que moi toutes les contraintes que cela signifie et que cela implique. J'insiste sur un point, le télétravail. Alors vous allez me dire pourquoi je parle du télétravail, c'est parce qu'aujourd'hui, la question c'était de repenser le travail après cette crise. Dans un certain nombre de services, un certain nombre des agents ont télétravaillé. Et dans d'autres hôpitaux, personne ou peu de gens ont télétravaillé. Donc la question est, dans tous les endroits où des tâches sont télétravaillables, est-ce qu'on ne peut pas favoriser le télétravail pour relancer des aspects évoqués comme l'autonomie, comme la responsabilité par rapport à son engagement? Et est-ce qu'on ne peut pas le porter, malgré la petite indemnité financière qu'on a essayé d'obtenir et qu'on a obtenue, voilà, et des éléments concrets qui peuvent modifier, peut-être, dans tous les services qui ne sont pas des services de soins, l'organisation du travail en l'améliorant. En tout cas, c'est une piste que nous portons et on aimerait bien que dans les hôpitaux, dans les établissements hospitaliers que vous dirigez, eh bien vous ayez aussi cette pensée pour les agents qui pourraient télétravailler. Et puis j'en termine sur un point qui pour moi est essentiel. Je m'interroge, et avec mon interrogation, une partie de l'UNSA Santé Sociaux publics et privés, sur la durée de journée de travail de 12 heures qui est mis en place dans un certain nombre d'endroits. Également sur la question du nombre de remplacements, de façon à éviter à ce que les gens soient seuls trop souvent. Voilà, c'est des petits points. Est-ce qu'on peut réussir? Est-ce que ça implique qu'on continue l'action syndicale pour pouvoir y arriver? Probablement. Mais rien ne peut se faire sans que ce soit quelque chose de conjoint qu'on porte ensemble pour l'amélioration de l'hôpital et du service public. Comment vous expliquez que dans certains hôpitaux, ça soit très développé le télétravail et dans d'autres pas du tout? Quels sont les facteurs qui expliquent une telle différence? Alors, ce n'est pas lié à l'hôpital spécialement, c'est lié simplement à des questions de management et de façon d'aborder la question. Est-ce qu'on est volontaire? Est-ce qu'on accepte que des tâches soient télétravaillées, c'est-à-dire exercées ailleurs que sur le lieu de travail? Et ce n'est intéressant que si l'agent a envie. S'il n'a pas envie, c'est absolument pas... on n'est pas dans la situation de ce qu'on a vécu pendant toute cette crise. C'est si un agent a envie de continuer ponctuellement sur une journée, sur 2 jours, et que ses missions, ses tâches qu'il peut emporter comme travail soient possibles, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réorganiser? Nous, on pense que oui. Sébastien Ratif, je vous voyais hocher de la tête. Vous êtes vice-président catégorie cadre de santé à la PHP. Est-ce que ces constats présentés dans l'étude, les commentaires de Luc Faré, sont en adéquation aussi avec ce que vous vivez, votre expérience au sein de l'API? Vice-président du SMPS pour la catégorie cadre de santé et cadre de santé du coup à la PHP. Donc effectivement, ma grille de lecture de ce qui a pu être dit par Madame Berger s'inscrit immédiatement dans une modalité très opérationnelle
de ce qui vient d'être dit. Mes propos s'inscrivent également dans la ligne de ce que disait Luc Faré. Ma première réflexion, et cette réflexion, c'est la principale, c'est autour du voyant vert qui s'allume quand on me parle de sens, s'il y a bien, et de valeur et d'utilité sociale sur le territoire, etc. Ça incarne bien ce qu'est la fonction publique hospitalière. J'entends aussi l'image que renvoie la fonction publique hospitalière et auquel cas la nécessité de moderniser la fonction publique hospitalière sur sa structuration. Par exemple, quand en entretien, je parle de stagiairisation ou de titularisation à une infirmière, ça ne l'intéresse pas forcément dans son projet professionnel sur l'image de la fonction publique hospitalière, en tant que lieu d'innovation, par exemple. Est-ce que c'est une image qu'on parvient à renvoyer sur les éléments d'ordre managériaux également? Les candidats que l'on voit aujourd'hui sont aussi des gens qui sont très attentifs à l'articulation vie privée, vie professionnelle. Et ce rapport au travail est nouveau, en lien avec les nouvelles générations au travail, en lien avec le 12 heures. Moi, je viens historiquement mon premier poste de cadre était en province, où vraiment le 12 heures était quelque chose sur lequel, qui n'était pas du tout en lien avec une demande des agents. Aujourd'hui, mon poste à la PHP fait que je rencontre des professionnels dont la demande est quels sont les postes en 12 heures, parce qu'ils ont, au moins dans un premier temps, l'expérimentation ensuite sur le terrain, eh bien, elle est parfois différente, mais ils ont le sentiment, avec une organisation de travail en 12 heures, par exemple, d'avoir une meilleure articulation vie privée, vie professionnelle. Les contraintes qui sont celles de l'exercice soignant, est-ce que les nouveaux rapports, les nouvelles générations ont-elles un rapport différent aux contraintes qui sont celles de l'exercice soignant, l'exercice de nuit, l'exercice le week-end, les jours fériés, etc. Et quel impact ça a sur l'articulation vie privée, vie professionnelle? Ce qui, du coup, m'a amené, quand à la fin de la présentation de Madame Berger sur la notion d'opportunité, c'est vraiment quelque chose que moi, en tant que cadre de santé et vraiment à l'échelle opérationnelle, c'est quelque chose sur lequel je suis convaincu qu'il y a des leviers que l'on peut actionner. Les leviers en termes d'opportunités, le premier, ce serait peut-être de s'autoriser l'expérimentation. S'autoriser l'expérimentation avec des modes de management qui sont en lien avec, je pense aux travaux de Philippe Colomba et de la démarche participative, par exemple, ou plus récemment sur la publication en lien avec les Ségur sur mieux manager pour mieux soigner. Et donc ces éléments-là me disent que peut-être que nous, à l'échelle opérationnelle, on peut être force de proposition, d'expérimentation auprès des équipes stratégiques, de manière à rendre encore plus attractives nos métiers et faire évoluer, pourquoi pas, les représentations qu'ont les candidats sur l'exercice dans la fonction publique hospitalière. La deuxième réflexion en lien avec ce qu'a dit Madame Berger est en lien également avec une expérience de la crise qui nous a fait peut-être davantage nous centrer sur l'expérience qui nous a fait nous centrer en tout cas sur nous a fait nous focaliser sur l'expérience au travail vécue par les professionnels et actionner comme ça des éléments en lien avec la qualité de vie au travail, des éléments en lien avec les espaces de discussion du travail et qui peuvent être effectivement des leviers managériaux à l'échelle opérationnelle auprès des professionnels. Vous parlez d'expérimentation, c'est aussi se rapprocher des endroits où ça fonctionne pour peut-être en apprendre, modéliser les bonnes pratiques, hein, que vous connaissez beaucoup dans le monde médical. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? Vous êtes tous un peu fatigués, avec hâte de se retrouver sur le rooftop? Sinon, je vais vous remercier tous les trois de cette
de cette session. On se rend bien compte du chemin à parcourir. D'ailleurs, peut-être que nos intervenants de la dernière session auront des commentaires supplémentaires sur cette session. Je vais vous appeler à nous rejoindre tous les trois. Vanessa Fage-Morel, qui est sous-directrice des ressources humaines à la DGOS, en santé à la DGOS. Catherine Ladger, qui est déjà intervenue à 2 reprises ce matin, qui est vice-présidente catégorie directeur d'hôpital CNPS. Et F. Parier, allez-y, du CNG. Je remercie d'ailleurs Madame Fage-Morel d'avoir accepté d'intervenir un peu à la dernière minute pour avoir une représentation également du ministère de la DGOS sur cette table ronde. Les femmes... Oui, excusez-moi. Voilà, donc on va rester dans les... J'imagine. Merci en tout cas. J'en profite d'ailleurs pour dire le parallèle. Sur Internet, le sujet qui a le plus fait parler nos participants sur Internet est la session égalité femmes-hommes tout à l'heure, avec des échanges entre elles. J'ai notamment vu qu'il y a eu quelques échanges et beaucoup de questions qui rejoignaient parfaitement les sujets que nous avons abordés, mais c'est vraiment la session qui a fait le plus parler sur YouTube comme ici, parce que c'est là où nous avons eu le plus de questions. On va terminer cette journée donc avec un regard croisé sur les attentes réciproques. Vous n'hésitez pas, pour être plus à l'aise, à retirer les masques. Sur les attentes réciproques entre les professionnels et les tutelles. Et peut-être, Vanessa Fage-Morel, commencer sur la DGOS, un peu la position, les attentes de la DGOS envers les professionnels. Allez-y. Non, parler dedans, ça va marcher. Ça marche. J'ai envie de dire que c'est plutôt l'inverse. Quelles sont les attentes des professionnels vis-à-vis de la DGOS et du ministère d'une manière générale. J'ai entendu parler, c'était la première fois que j'entendais parler du Ségur de l'extérieur. C'était vraiment très intéressant pour moi. Et c'est vrai que, par exemple, le Ségur, c'est également pour l'ensemble des directeurs. C'est comment on réforme de l'intérieur l'hôpital, comment on crée... Alors, j'ai entendu les limites et je les constate tous les jours, des mesures du Ségur. Comment on crée les facteurs d'attractivité pour que les personnels viennent à l'hôpital, viennent dans nos EHPAD, dans nos établissements médico-sociaux et restent. Parce que le choc d'attractivité, c'est un peu compliqué en temps de crise de communiquer sur les conditions de travail à l'hôpital, mais surtout, ils partent rapidement. Donc voilà, donc les attentes des professionnels, on les entend tous les jours, et on a essayé tout au long de l'année d'y répondre, de répondre dans les temps, pour que les mesures du Ségur soient prises et répondent à vos enjeux quotidiens. Pour la gestion de crise également. Alors les dispositifs qu'on a mis en place sont certainement imparfaits, mais en matière RH, on a pris un certain nombre de mesures dérogatoires qui vous permettaient de revoir vos organisations de manière beaucoup plus agile que jusqu'à maintenant, qui permettaient de mieux rémunérer le temps de travail, j'allais dire additionnel, aussi bien pour les personnels non médicaux que médicaux, de manière à vous donner les moyens, dans la mesure du possible, de pouvoir faire tourner vos organisations et produire les soins. Je ne reviens pas sur l'obligation vaccinale, vous êtes en plein dedans, nous aussi. Et là aussi, on essaye de produire les procédures qui peuvent vous aider à faire appliquer cette obligation, à faire en sorte que les professionnels se fassent vacciner, restent au travail et que ceux qui n'y répondent pas puissent sortir de la manière la plus simple possible. Je sors de 2 heures avec les organisations syndicales, donc je vois bien votre quotidien. Voilà. Donc, là, donc on est plutôt en sens inverse, j'ai envie de dire, et d'avoir vos retours. Alors on les a via les organisations syndicales, les nôtres, celles de directeurs. On les a également par le terrain et on les a par vous, parfois directement. Et c'est important parce que notre souci au ministère, vraiment depuis ces 18 derniers mois, c'est de travailler en lien avec vous. C'est de ne pas faire des mesures. Alors, je sais, quand on est dans les établissements, on a toujours l'impression, on se dit toujours à quoi a pensé le ministère pour nous pondre un truc pareil. Bon, on essaye en tout cas de faire en sorte que ce soit d'une application la plus simple possible sur le terrain.
L'autre sujet à aborder, c'est une actualité réglementaire, même pour les directeurs, qui est fournie. Et toujours pareil, dans vos attentes, dans les attentes de gestion du corps, on essaye d'y répondre. Alors là, c'est plutôt Ève qui va présenter la politique RH que mène le CNG. Et on en avait discuté ensemble quand on est arrivé avant moi, mais quand je suis arrivée, sur le positionnement du CNG et le positionnement du ministère dans la gestion des corps de direction. L'objectif, c'est qu'on ne fasse pas tous la même chose. Et très clairement, le CNG vous rencontre, propose les axes de la politique RH et le ministère met en œuvre. Alors, il y a un sujet sur lequel prend les textes nécessaires à la mise en œuvre. Pardon. Je suis un peu fatiguée. C'est la fin de semaine. Désolée. Et il y a un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, je suis particulièrement insatisfaite, c'est la mise à jour des emplois fonctionnels. Donc on est en train d'y travailler en interne. Alors on a un chantier à venir. On l'avait inscrit de révision des modalités de définition des emplois fonctionnels. Et on fera bien entendu en même temps la procédure de mise à jour. C'est pas normal qu'on ait 1 an, 2 ans de retard dans la mise à jour des emplois fonctionnels. On a des modalités des fois de notification de fin ou d'attribution d'emplois fonctionnels qui me semblent d'un archaïsme complètement dépassé. Donc c'est un sujet sur lequel on va travailler d'ici la fin de l'année. Donc voilà sur pas sur l'actualité qui nous concerne, hein, vous le savez, on a les directeurs des soins. On a eu beaucoup de questions sur la protection pénale des directeurs. Donc on va clarifier les choses, vous mettre à disposition des procédures de manière à ce que vous puissiez activer rapidement les moyens d'action nécessaires et vous rappeler qu'on est parfois très frustré, mais le ministère ne peut pas se porter partie civile. Le ministère ne peut pas déposer plainte pour vous, mais voilà, on essaye de vous accompagner le plus possible. On le sait, je crois qu'on est un certain nombre au ministère à l'avoir vécu personnellement, d'avoir été agressé sur nos lieux de travail. Et enfin, sur la dernière actualité qui nous concerne collectivement, c'est la réforme de la haute fonction publique. On aura l'occasion certainement de revenir et de l'expliciter. On est un peu tiré par la fonction publique sur le sujet, hein, et c'est Ève, avec ses équipes, qui sera chargée de la mise en œuvre concrète pour la gestion des 3 corps. Voilà rapidement le panorama. Merci. Ève Parguet, justement, vous êtes directrice générale du Centre national de gestion. Vous avez été plusieurs fois citée dans la présentation précédente. Quel est le rôle et les attentes réciproques que vous avez identifiées ? Merci beaucoup. Alors déjà, merci pour l'invitation. Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et il y a quelques diapos en support de ma brève intervention. Comme le thème, c'était les attentes réciproques, j'ai trouvé que c'était tout à fait d'actualité, compte tenu du fait que... le gros bouton vert en haut pour avancer. Normalement. Sinon, on avance avec là-bas. Un peu de délai... alors, j'ai trouvé que c'était complètement d'actualité par rapport aux travaux du CNG, puisque nous avons mené en début d'année, et peut-être certains d'entre vous y ont participé, une enquête sur la notoriété et l'image du CNG qui avait pour objectif de recueillir justement vos attentes. C'est une enquête à la fois qualitative et quantitative qui a été menée. C'est également dans le cadre de l'élaboration de notre contrat d'objectifs et de performance. Vous voyez qu'il y a à peu près 3600 professionnels accompagnés par le CNG qui ont été questionnés, dont 390 directeurs. Également des entretiens approfondis avec ce qu'on appelait des triades, hein, des représentants de certaines catégories, les 3 représentants pour chaque catégorie. Le résultat de cette enquête, je vais réappuyer, voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément très lisible, mais grosso modo, on retient quand même d'abord que sur la connaissance qu'ont les professionnels du CNG, on est à 43% connaissent bien ou très bien le CNG, avec un gros distinguo à faire entre les praticiens qui connaissent assez mal le CNG, comme vous le voyez, 38%, enfin assez mal, relativement mal, tandis que les directeurs
sont à 84% disent connaître bien ou très bien le CNG. Vous avez en dessous la répartition hommes-femmes, les âges, etc. Alors, c'est là que c'est peut-être pas très lisible, mais ce qu'il faut retenir, c'est le titre en haut. Hein, la perception que vous avez du CNG, c'est une perception autour de la gestion des carrières, l'organisation des concours et le recrutement. Et on voit qu'à 90% pour les directeurs, c'est cette notion de gestion des carrières qui l'emporte. Pour les médecins, enfin les praticiens, c'est plus marqué côté recrutement et organisation des concours. Ça, c'est lié aux ECNI que gère le CNG, comme vous le savez, je pense. Ici, on a les résultats un peu plus détaillés. Je vais passer vite. Grosso modo, la grande partie des praticiens ignorent le rôle de soutien et de développement professionnel apporté par le CNG. Nous sommes en revanche reconnus comme un organisme administratif. Je pense que ce n'est pas forcément très positif comme adjectif, mais j'y reviendrai. Et également sur la gestion du recrutement. En revanche, les professionnels regrettent le manque de soutien au quotidien. Et c'est ce qu'on voit apparaître également sur le manque de proximité avec les acteurs de terrain, le manque d'anticipation et de prévention dans les crises. Bon, le but, ce n'est pas de tout détailler, mais voilà, notamment les 3 derniers items permettent d'anticiper et de prévenir les difficultés, explique bien ce qu'il fait ou est un acteur de terrain. Tout ça, on n'est pas très bon, on est plutôt dans le rouge. Sur le besoin d'accompagnement personnalisé, là aussi, c'est peut-être pas très lisible, mais ce qui ressort clairement, c'est une demande de plus d'accompagnement et de suivi. Et c'est ce à quoi on va s'atteler. Je vais y revenir juste après. Sur les entretiens qualitatifs, en fait, ça converge avec l'étude quantitative, donc je n'y reviens pas. Mais ce qu'on peut noter, c'est que, grosso modo, on a des chefs d'établissement qui nous connaissent beaucoup mieux que nous connaissent les directeurs adjoints, que nous connaissent les praticiens. Hein, dans l'ordre décroissant, c'est dans ce sens-là. Donc je ne reviens pas sur les faits que les PH nous connaissent mal. Et donc, il y a toute une série d'enseignements qu'on peut tirer de cette étude. Je vais passer pour surtout vous exprimer ce que nous avons prévu comme réponse à ces attentes. Et ça fait partie donc de nos axes stratégiques. Notre contrat d'objectifs et de performance a été adopté dans par notre conseil d'administration à l'unanimité le 2 juillet dernier. Donc c'est Catherine qui siège pour votre organisation et on a eu un travail très co-constructif avec les membres du CA. Il y a beaucoup de choses dans notre programme de travail. J'ai choisi de m'axer sur ces 4 thèmes-là: l'adaptation de nos systèmes d'information, la refonte du site internet, l'offre d'accompagnement et la promotion des métiers. Et puis ensuite, je reviendrai un petit peu aussi sur les actions plus spécifiques pour les directeurs. Donc sur l'adaptation de nos systèmes d'information, grosso modo, on se fixe un schéma directeur. Ça peut paraître assez fou, mais le CNG n'avait pas jusqu'à présent de schéma directeur de système d'information. Le JMED concerne plutôt les praticiens hospitaliers. Ceux d'entre vous qui sont directeurs des affaires médicales en ont peut-être entendu parler. Et donc, on se lance dans un déploiement national, région par région. Et puis, ce qui va plus vous préoccuper, c'est l'outil pour les directeurs, donc qui répondra au joli nom de Saga Directeur, enfin joli ou pas, ça dépend, Saga Directeur, avec une première version qui sortira dans le courant de l'année 2022. Le deuxième axe, au-delà des systèmes d'information, c'est la communication, avec le lancement d'un nouveau site internet pour le début de l'année 2022. On en espère une navigation plus intuitive, plus axée sur l'utilisateur. Alors, je dirais que pour les directeurs, le site est relativement lisible. C'est probablement un peu moins le cas pour, par exemple, des praticiens ou des gens qui veulent candidater pour la procédure d'autorisation d'exercice pour les médecins diplômés hors Union européenne. Voilà, tout ça, l'objectif, c'est d'être vraiment tourné vers l'utilisateur, d'essayer de répondre le plus possible à vos questions de manière plus intuitive, avec moins de clics. Sur l'offre d'accompagnement, vous voyez dans les cercles concentriques les 4 grands axes sur lesquels nous nous positionnons. Donc le développement professionnel, la coopération des équipes et des établissements, réussir à diffuser plus largement nos dispositifs. Ils sont déjà en fait assez largement utilisés, mais de manière encore trop restreinte par rapport aux besoins. Et puis contribuer à la prévention des RPS, évidemment. Donc vous voyez dans le deuxième cercle, le deuxième cercle c'est ça, ou demi-cercle, les outils qu'on met en place. Nous lançons dans quelques jours une expérimentation de mentorat en Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons des partenariats avec le HESP, avec des associations pour la promotion de la diversité. On essaie également de diffuser nos outils au niveau régional pour éviter à chaque fois d'avoir à venir sur Paris pour suivre des ateliers du CNG. On ajuste aussi l'offre des coachs par rapport donc, de nos 6 coachs. Nous avons 6 coachs salariés au CNG. Et nous allons adapter leur offre par rapport à des conseillers carrières que nous avons formés au sein du CNG et qui vont commencer à mettre en place ces entretiens de conseillers carrières. Et puis, on va essayer également de multiplier ou démultiplier une offre systématique à certains moments de votre carrière. Première chefferie difficile, exercice en Outre-mer par exemple, de pouvoir systématiser cette proposition et en tout cas s'assurer qu'elle est bien connue et largement connue. La promotion des métiers, donc nous lançons dans une campagne et le SMPS y est bien sûr partie prenante, une campagne assez active dans quelques semaines sur la promotion des métiers de directeur. On en parlait tout à l'heure avec Jérôme, notamment on pense au métier de D3S qui est assez mal connu. On a du chemin à parcourir pour le faire connaître et aller chercher dans des viviers des personnes qui seraient intéressées par ce métier qui est extrêmement polyvalent. Le métier de DH est probablement un peu mieux connu, mais peut-être moins connu que d'autres concours administratifs dans la fonction publique. Focus sur les directeurs. J'ai parlé de Saga, donc voilà le petit logo pour Saga Directeur, avec donc une première étape en 2022 pour une application, avec l'objectif, vous en avez peut-être entendu parler, l'objectif d'avoir un compte client CNG pour vous, directeurs, avec un certain nombre d'informations accessibles. Ça ne sera pas pour la première version de Saga, mais on l'espère assez rapidement après cette première version. Enfin, en faveur des directeurs, on a également souhaité faire un petit zoom sur 3 sujets. La démarche de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, l'accompagnement des parcours, et puis également accroître le lien avec vous, SMPS, mais vous aussi, professionnels. Et ça passe aussi par le travail sur les lignes directrices de gestion qui a largement été entamé. Alors, du coup, quand j'ai vu la question sur quelles attentes réciproques, je me suis livré un petit exercice. Donc je n'ai pas botté en touche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on attend finalement, nous, CNG, des professionnels ? Alors en fait, c'est assez simple. Utiliser, user et abuser éventuellement de nos dispositifs, de nos services, des services que nous proposons aujourd'hui, ceux que nous proposerons demain. Expérimenter avec nous. Je pensais au mentorat, par exemple. On se lance là-dedans, voilà, pour ceux qui seront intéressés en Nouvelle-Aquitaine pour commencer, peut-être pour la suite. Continuer à co-construire. Donc ça, j'ai pas de doute sur le fait qu'on va continuer dans cette lignée-là. Et puis, un petit clin d'œil. Au CNG, on aimerait bien réussir à enclencher une dynamique auprès des directeurs pour qu'ils aillent plus se former. Alors, je sais que ce n'est pas un manque de désir de se former, plutôt un manque de temps. Mais voilà, nous, on voudrait essayer de porter dans le Ségur de la santé, il y a une politique de formation pour les PH. Eh bien, il faut qu'on ait une politique de formation pour les directeurs. Et donc, voilà, une attente serait, essayons ensemble d'impulser cette dynamique pour plus de formation pour les directeurs. Voilà en quelques mots. Merci. Catherine Ladji, vous allez peut-être dans un second temps répondre justement à ces attentes et à ces propositions, mais peut-être de manière générale aussi par rapport à l'appel de la DGOS de présenter vos attentes de manière plus générale. Oui, effectivement, à ce chapitre-là, je pense que la musette va être bien remplie pour chacune des deux. Parce que à on n'a pas toute la soirée non plus. Hein. Non, mais on va essayer d'être synthétique. Mais à ce stade, à la fois de cette semaine du 15 septembre, qui donc est la semaine de l'obligation vaccinale et qui est un peu une acmé d'un contexte d'exercice très difficile pour l'ensemble des managers hospitaliers, après de très très nombreux mois à avoir subi du manager bashing, du directeur bashing, avoir subi au travers pourtant d'une thématique de la gouvernance qui est intrinsèquement liée à nos fonctions, beaucoup de sujets difficiles aussi à faire valoir. Et puis il faut le dire aussi, on arrive bientôt en 2022, donc à l'issue d'un mandat de 5 ans dans lequel il faudra faire le bilan des actions. Et hier, on avait une instance où on a fait un bilan d'un protocole signé il y a 10 ans.
Eh bien, je dirais que le SMPS, c'est 6 catégories, mais mesdames, je suis désolée, c'est 6 niveaux de déception. Je vais essayer d'aller vite là-dessus, mais si on les balaye ensemble, les cadres de santé, bon, certainement calendairement, peut-être le niveau de décision le moins important, puisqu'on sort d'un round statutaire qui a quand même repositionné les cadres, et grâce à l'action du SMPS, après une pétition largement relayée, qui a permis de repositionner les cadres de manière intéressante. Mais il manque des éléments, ils sont très peu associés au dispositif de gouvernance que nous venons de construire, hein, le fameux manuel Clarisse. Sur le graphe, il y a des hésitations, il y a la question des heures supplémentaires, des cadres qui ont payé de leur personne pendant le Covid, etc. Donc des niveaux de déception qui restent encore là. Pour les attachés, le 3e grade n'existe pas vraiment. Et la pénurie de collègues qui souhaitent se lancer dans le métier est catastrophique pour nos établissements, catastrophique. On recrute malgré nous des collègues contractuels, malgré nous, parce qu'avant tout, nous sommes des métiers de la fonction publique. Les contractuels sont nombreux chez nous et les bienvenus, mais ce n'est pas le sens de l'histoire et ce n'est pas le sens de nos métiers. Donc là, une crise de l'attractivité profonde chez les attachés. Chez les ingénieurs, une absence de repositionnement statutaire à l'égal de la territoriale ou même devant. Pourquoi toujours être derrière l'une ou l'autre des fonctions publiques? Les ingénieurs hospitaliers, depuis longtemps, ont déposé sur la table des différents directeurs qui se sont succédés à la DGOS je dirais des projets statutaires prêts à l'emploi et qui n'enlèvent rien aux autres fonctions publiques. Allons-y, on n'y est toujours pas. Et quand on en vient aux 3 catégories à gestion nationale, pour les D3S, eh bien, c'est la panne sèche. Nous ne sommes pas le syndicat majoritaire chez les D3S, mais nous constatons qu'il n'a pas fait son travail et c'est la panne sèche d'attractivité et d'avancée statutaire pour cette catégorie. Pas de graphe, un décalage sur la PFR, des exercices multisites mal rémunérés, une crise des vocations. Les directeurs de soins sont dans le round statutaire, et là, on espère, c'est de la déception pour l'instant, mais de l'espérance, mais un refus quand même de l'installation dans le A+, qui est d'ores et déjà très mal vécu. Et pour les directeurs d'hôpital, Vanessa, tu as rappelé certains chantiers qui vont s'ouvrir sur les emplois fonctionnels. Oui, il y a des perspectives, mais là aussi, un graphe tronqué, une valorisation de l'exercice territorial qui était promise depuis 2016, qui n'a pas vu pendant ce mandat-là les choses avancer. Et pour reboucler avec mon propos de départ, une désespérance de chacun à ce que nos conditions d'exercice évoluent favorablement et que notre vie professionnelle s'éclaire un petit peu de la joie d'exercer un métier dont on est fier. Merci. Merci. Une réaction peut-être? Vous avez été pris à partie sur l'une et l'autre sur ces commentaires. Amicalement, nous sommes 3 consoeurs, comme disent les docteurs. Oui. Donc, si j'ose dire, réponse de l'accusation. Après, chacun aura son interprétation personnelle de ce qui est fait. Sur les cadres de santé, c'est la catégorie la plus revalorisée du Ségur. Vont arriver la revalorisation des primes managériales, la promotion du management. Ça, c'est la partie guide Clarisse qui est en train d'être portée. Donc, il y a véritablement une revalorisation de l'exercice. Et on a eu certains syndicats qui ne comprenaient pas. On a sorti quand même les cadres de leur statut infirmier. Hein, ils ont des grilles spécifiques, voilà, et qui s'est faite quand même globalement contre les organisations syndicales dont vous êtes issus tous, hein, enfin globalement. Donc, et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment une position quasi ministérielle, hein, de revaloriser l'exercice et de le différencier de celui des équipes. Sur les attachés, on partage le constat d'un déficit d'attractivité patent. Et là, on est en train de voir, on a une réforme du Ségur qui n'est pas encore en œuvre, qui est la réforme indemnitaire. Et dans ce cadre-là, on a prévu une enveloppe pour les attachés. Et ça, on le porte avec la fonction publique de manière à revaloriser l'exercice de nos attachés, qui sont aujourd'hui les plus mal payés de la fonction publique. C'est factuel. Hein. Donc, j'ai bon espoir qu'on puisse, d'ici l'été prochain, revaloriser le régime indemnitaire des attachés. Et sur les ingénieurs hospitaliers, on est en train de l'aligner. On l'alignera sur celui de la territoriale. Mais c'est vrai que j'ai fait le compte. Hein, on a pris près de 100 textes
en un an, et du coup, on a des phasages de calendrier. Et c'est vrai que les attachés, les ingénieurs arrivent maintenant, les directeurs de soins, ça avait toujours été annoncé. On a eu des annonces pour les sages-femmes aussi hier soir, qui sont plus ou moins bien acceptées. Mais c'est vrai que voilà, on a un calendrier et on le tient. Donc c'est vrai qu'on a quand même revalorisé, on a quand même injecté, on annonce 8 milliards et quelques de revalo de rémunération dans le Ségur. On est à 10 milliards aujourd'hui, entre les différents arbitrages complémentaires qui ont pu être pris. Et on a encore là l'instruction qui est sortie, je ne sais plus si c'est vendredi ou lundi, mais avec une revalorisation des heures sup, avec les primes d'engagement collectif, avec la possibilité de créer des postes. Donc on a encore dégagé là 1 milliard d'euros de revalo. Donc on devrait avoir, après il faut qu'on se saisisse collectivement et qu'on fasse vivre les dispositifs qu'on a mis en place, mais on a quand même rénové un certain nombre d'outils de management et de gestion RH, à nous de les faire vivre collectivement les années qui viennent, d'en faire le bilan pour pouvoir toujours aller de l'avant. F. Parier, un complément de réponse. Sur la partie directeur, on le disait juste avant, nous avons fait le bilan des 10 dernières années, ce qui a permis de de voir le chemin parcouru. Alors, il reste évidemment des choses à faire, beaucoup. Je pense donc en premier au directeur des soins, c'est sur la table, donc on a bon espoir d'arriver à une issue sur cette négociation, je l'espère, c'est plutôt Vanessa qui est à la manœuvre, mais d'ici la fin de l'année, enfin ça c'est sûr. Voilà, on avait l'espoir d'y arriver juste au moment de l'été. Les choses... Il y a toujours évidemment des zones de friction. On en parlait là aussi tout à l'heure avec Jérôme. Faire comprendre à la fonction publique ce que c'est qu'un directeur des soins. Je ne sais pas si vous y êtes déjà essayé, je ne pense pas. Moi, il se trouve que dans une vie passée, j'ai même essayé de faire des petits schémas pour faire comprendre comment ça fonctionnait dans un hôpital. Bon, ce n'est pas intuitif pour la fonction publique. Donc, il y a ce travail-là à faire. Et qui n'est pas simple. Je pense que la crise nous a quand même évidemment donné un coup de pouce. C'est heureux. Alors on pourrait dire à quel prix, mais voilà, je pense que le chemin est juste devant nous. Côté des 3S, alors pour le coup, là il y a, vous le savez, sur la table le sujet de la fusion des corps. Quand je dis sur la table, soyons précis. Ce qui a été acté dans le programme de travail CNG, DGOS, organisation syndicale, c'est le fait de statuer sur la question de savoir si oui ou non on va vers cette fusion avant la fin de l'année. Donc, c'est 2 messages, du coup. C'est il n'y a aucune décision qui est prise. Vous savez que 2 des 3 organisations syndicales représentatives portent cette demande. Donc, premier élément, aucune décision n'est prise. 2, on ne va pas non plus jouer les prolongations ou un calendrier dilatoire. Le but, c'est d'avoir statué là-dessus pour, je dirais, définitivement acter les choses dans un sens ou dans l'autre pour la fin de cette année. Donc voilà ce qu'on peut indiquer sur le registre des D3S. Quant au DH, là aussi, je pense que le bilan du protocole de 2011 a montré qu'on avait fait beaucoup de choses. C'est vrai que pour les DH, on a encore des éléments à retravailler. Je dirais plutôt des éléments. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est plutôt les tableaux d'avancement, le graphe, et on a eu l'occasion d'échanger avec l'équipe du SMPS sur ce sujet récemment. Donc voilà, je dirais que là-dessus, le travail, il a été fait à, peut-être, moi je dirais 80%. Il nous reste là les 20% à combler. Mais en tout cas, je pense que les signaux qui sont donnés côté DGOS pour à la fois les emplois fonctionnels et puis les éléments autour des travaux du CNG qui sont quand même très portés. Enfin voilà, il y a un élément de modernisation qu'on veut dans l'accompagnement des parcours. J'ai parlé des entretiens carrière par exemple. Ça peut être vraiment un plus pour l'ensemble des collègues, là je ne parle pas que des DH d'ailleurs, l'ensemble des collègues qui sont, on le voit bien, on le sent, on l'entend, moi je le vois au travers des nombreux entretiens que j'ai avec certains d'entre vous, il y a vraiment une demande de lisibilité sur les parcours et c'est quelque chose ce à quoi il faut qu'on s'attelle maintenant. Voilà en quelques mots.
Alors Catherine Lagier, une réponse, ça sera le mot de conclusion, je pense, de la session. Oui, très simplement, effectivement, c'est le jeu d'être sur un verre à moitié vide ou à moitié plein ou même à 80%. Le point commun de tout ça, encore une fois, on l'a dit, et dans le contexte, et ce n'est pas nouveau, ce sont des conditions d'exercice difficiles. C'est la nécessité en termes d'attente vis-à-vis de l'ensemble des pièces maîtresses du ministère, l'ensemble de nos interlocuteurs que vous représentez. C'est la nécessité de porter haut nos métiers, de les porter les plus hauts possible, notamment à l'État. Tu l'as dit, Ève, d'un point de vue pédagogique, ce n'est pas simple, mais c'est d'un point de vue des principes. Le Ségur a bousculé les lignes en permettant de créer le CTI comme élément de rémunération supplémentaire qui permettait de distinguer les rémunérations. Nous attendons donc que ce processus se poursuive en hissant le plus haut possible des métiers comme les nôtres qui sont traversés par les aventures un peu hiératiques sur le plan sociétal. Que nous le voyons là dans ce chantier sanitaire, dans cette crise qui n'en finit pas et que l'on vivra d'une façon ou d'une autre pendant de nombreuses années. Donc elle est là, l'attente principale. On l'a écrit dans notre plateforme statutaire et ce sera toujours au cœur de nos préoccupations. Les métiers des managers hospitaliers doivent être aidés par leur propre ministère de tutelle pour conquérir l'ensemble des sphères dans lesquelles ils sont encore un peu incompris. Ça va mieux, c'est vrai. C'est un peu la vision positive de la crise du Covid, effectivement, parce qu'on voit bien que le système de santé, l'hôpital public, le secteur médico-social est au centre de beaucoup d'enjeux sociétaux. Et il faut donc nous aider jusqu'au bout à porter haut nos valeurs, à porter haut notre qualité d'exercice pour avancer encore là-dessus. Si vous voulez réagir rapidement. Moi, je partage tout ce que tu viens de dire, Catherine. Il y a évidemment, en plus, on est toutes les deux assez bien placées pour pouvoir défendre ça, le porter haut, comme tu l'indiques. Aucun de doute là-dessus. Après, on est tous gestionnaires, managers. On sait bien qu'on est parfois pris dans des étaux de contraintes entre les missions qu'on nous donne, les moyens qu'on nous donne, d'une part, les discussions en inter-fonction publique ne sont pas... on voit bien qu'on n'a pas la main sur un certain nombre de choses, et ça, on peut avoir son avis aussi sur l'arrimage absolu des 3 fonctions publiques. Moi, je pense que, pour le coup, le Ségur, comme tu l'as indiqué, a donné un petit coup de crochet à ça, et je pense que c'était une erreur magistrale des 20 dernières années de tous les gouvernements de gauche comme de droite d'arrimer les 3 fonctions publiques, de vouloir les faire converger. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est compliqué à entendre parce qu'on voit bien que les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes. Après, pour autant, on est tous porteurs aussi d'une vision qui est de dire il y a des passerelles qui doivent se structurer entre les fonctions publiques. Donc voilà, on est toujours dans ce jeu d'équilibre entre à la fois des contraintes, des objectifs ambitieux qu'on se fixe. Le COP qu'on vient de signer, il est extrêmement ambitieux. On ira pas à pas. Et j'espère que les pas et les pas franchis seront les plus grands possibles. Voilà. Merci. Merci à toutes les 3. Merci à toutes les 3 et merci à tous les intervenants de la journée pour ces sessions très denses, beaucoup de propositions, beaucoup de constats, beaucoup de messages envoyés du CMPS vers les tutelles, des tutelles vers les organisateurs. Jérôme Goemine, je vais vous inviter à venir conclure cette journée avec sans doute beaucoup de réactions sur la densité de cette journée. Et voilà, vous retirez ça. Oui, merci beaucoup. Juste quelques mots. J'étais en train de remercier Ève Parier, la directrice générale du CNG. Je remercie aussi Vanessa, que j'essaierai de voir après si elle a encore quelques minutes. Vanessa. Enfin, quelqu'un va lui dire. Je vois qu'Alexis y va. Non, je vous remercie sincèrement de venir parce que c'est pas évident de venir représenter l'État dans un congrès syndical et d'assurer en direct ces questions-réponses. Ce que je voulais vous dire aussi, et en complément, et Catherine l'a très bien dit, je la remercie, elle a été extraordinaire, Catherine, comme d'habitude sur cette table ronde. On sera derrière vous, on sera derrière le CNG et l'État, à partir du moment où le CNG et l'État défendent l'égalité entre les fonctions publiques, même s'il y a des différences. À partir du moment où elles défendent l'égalité entre les professionnels sur les procédures d'affectation, on sera derrière vous. On sera derrière vous lorsque vous défendrez la modernité, on sera derrière vous. À l'inverse, on sera constructif mais ferme. Dès lors qu'on ne sera pas dans ces voies-là,
Vous savez, parce qu'on en communique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des recours gracieux ou contentieux ensemble actuellement. Mais voilà le chemin qu'on doit emprunter ensemble. On compte sur vous, sur cette voie de la modernité et de l'égalité, pour défendre nos métiers, comme ça a été très bien dit autour de la table. En tout cas, merci de venir dans ces sessions. On compte sur vous aussi pour l'année prochaine. Est venu le mot de la fin. Mes collègues m'ont posé la question ce matin, hier, est-ce qu'il faut préparer? Est-ce que tu as prévu ton discours? J'ai dit, oui, j'ai préparé le discours du matin, vous avez pu le voir, mais j'ai fait le choix de ne pas préparer ce discours de clôture pour qu'il soit plus court et peut-être aussi plus adapté à tout ce qui s'est dit et peut-être aussi plus naturel. J'ai envie de vous dire que cette journée a été placée sous le signe du service public. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'en reparler tous ensemble. Ce matin, on a parlé de quoi? On a parlé des territoires, comment construire ensemble un meilleur service pour les usagers. On s'est posé la question de comment travailler dans la journée sur le numérique pour les usagers. On s'est posé la question de l'inclusion de ces usagers davantage dans nos réflexions, dans nos pratiques quotidiennes. Et à la question du sens qui a été posée tout à l'heure sur une table ronde, il n'y a pas à chercher bien loin. Le sens, on l'a. Le sens, vous l'avez. Le sens a été dans toutes vos questions. Il a été dans toutes les tables rondes aujourd'hui. Nous sommes là pour les patients. Nous sommes là pour les usagers. Nous sommes là pour les résidents. Et ce sens, il est encore aujourd'hui, grâce à vous, j'espère en tout cas, il a été nourri davantage grâce à nos débats aujourd'hui. Le sens qu'on apporte en plus, nous, en tant que managers, c'est pour faire mieux. On est là pour piloter nos équipes afin de toujours faire mieux. On n'est pas là simplement pour gérer le quotidien, on est là pour avancer tous ensemble. Donc notre sens, c'est d'améliorer le service de santé à l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, j'espère qu'on a pu mettre quelques éléments, quelques briques supplémentaires à ce projet commun que nous portons. Également, aujourd'hui, je pense qu'à travers toutes ces tables, ces échanges, on a pu voir à quel point le construire ensemble, les relations humaines étaient importantes. Quand on a parlé des territoires, on a parlé de cette nécessité de se parler davantage, de travailler davantage avec les élus, que ce soit les élus départementaux, régionaux, communaux, de travailler davantage, de parler davantage, d'échanger davantage avec la médecine de ville, avec les ESMS, avec les cliniques, avec les hôpitaux du territoire, sur nos GHT, sur nos territoires de GHT. On a parlé des usagers pour se dire que les usagers, finalement, on n'avait pas suffisamment de place ou encore suffisamment de place dans nos différentes procédures, notre façon de faire. On a parlé, évidemment, de l'égalité professionnelle avec ce sondage effarant. Et à travers ces relations humaines, je pense qu'on voit que notre service de santé a besoin de se réhumaniser. Je pense qu'aujourd'hui, on touche du doigt, ce qu'on a pu se dire aussi dans d'autres réunions, on touche du doigt que le service de santé s'est probablement déshumanisé ces dernières décennies, à nos dépens, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait exprès, tous, que ce soit l'État, que ce soit les hospitaliers, que ce soit les cliniques privées, les acteurs de ville, les usagers, parce qu'il y avait un besoin d'avoir une médecine probablement et évidemment plus technique pour mieux soigner. Il y avait besoin de spécialiser les différentes structures, de spécialiser nos services. Il y avait besoin d'être plus performants pour différentes raisons. Et je pense que finalement, ça a pu déshumaniser nos relations, finalement sur les territoires, ensemble avec nos élus, entre les professionnels de santé et aussi au sein de nos établissements. Donc je pense que c'est peut-être une leçon transversale de cette journée. Réhumanisons les relations sur les territoires, dans nos établissements, réapprenons à nous connaître. Nous pouvons être en désaccord, mais l'important c'est de construire ensemble et je suis certain que nous y arriverons. Finalement, c'est notre rôle, et c'est un magnifique rôle pour nous, managers de santé, de tenir ce rôle de pilote de la santé dans les hôpitaux, dans les ESMS, mais quelque part sur les territoires, pour améliorer la santé et les relations humaines entre chacun d'entre nous, dans nos établissements et sur nos territoires. C'est une belle mission républicaine que vous portez, et je vous en remercie. Et les échanges aujourd'hui ont été formidables, j'espère qu'ils vous ont plu. Et il va falloir continuer sur ces relations humaines dans nos territoires, dès demain, enfin dès lundi, ou dès ce week-end pour ceux qui seront de garde et d'astreinte, pour essayer, j'espère, d'en tirer profit et d'aller plus loin tous ensemble. Donc je vous enjoins, comme je l'ai dit en mon discours inaugural, d'essayer de porter des graines dans vos territoires, dans vos établissements, pour mieux faire, pour mieux construire ce système de santé de demain, pour être un peu pirate du système de santé. Et j'espère que demain, ça permettra de changer la réglementation, la loi. N'attendons pas tout de l'État. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc sur cette lignée de ces belles relations humaines, se réinventer ensemble, je vous invite tous à aller au rooftop.
On va continuer à construire des relations humaines en allant boire un verre de l'amitié et partager ensemble. Je vous remercie pour ce congrès. Merci à tous et à très bientôt. Et j'ai oublié une chose. Save the date. Donc on a en novembre un congrès en PACA, régional SMPS, et en décembre, un congrès régional Grand Est. Voilà, donc rendez-vous pour les régionaux de l'État à ces 2 congrès. Je remercie aussi tous nos sponsors qui nous accompagnent aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller les voir. Je remercie encore, mais je l'ai fait ce matin, Mélissa, Nora, Dominique, Philippe, qui ont peu profité de la journée parce qu'ils ont été à l'accueil toute la journée. Merci à eux. Merci à Care Insight et à toute leur équipe qui ont permis le bon déroulement de la journée. Merci à Damien Dubois aussi, bien sûr, pour son animation. Merci à tous, à tout de suite.